Le débrief éco du dimanche soir, toujours en partenariat avec le Cercle des économistes. Emmanuel Cuny, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Il sera donc question de la Chine ce Mm. soir, des relations économiques entre Paris et Pékin. Nous verrons ça dans la deuxième partie. Parlons d'abord de l'affaire Lactalis et de ses conséquences. Le débat est lancé, il devrait durer. Oui, elle semble bien loin les affaires du poulet aux hormones, des œufs à la dioxine, de la vache folle, de la grippe aviaire et j'en passe. En quelques heures cette semaine, l'affaire Lactalis s'est transformée en véritable scandale sanitaire. De la poudre de lait contaminée pour bébés, produite par une entreprise française qui est premier groupe laitier mondial, distribuée dans les supermarchés et les pharmacies malgré les alertes, des enfants qui se retrouvent à l'hôpital et tous les acteurs de la chaîne qui se renvoient la balle. Alors à qui la faute? À Lactalis, dont le président Emmanuel Beignet est aussi secret que son entreprise, un peu moins avec son interview dans le JDD ce matin, aux distributeurs dont les process sont dépassés, aux services de l'État qui n'ont pas été assez vigilants. Tout cela fait beaucoup. En tout cas, l'enquête suit son cours et les questions sur le modèle économique en tant que tel restent posées. Quel avenir donc pour l'agroalimentaire? On va en débattre ce soir avec Aurélie Trouvé, que je salue. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Porte-parole du mouvement Attaque. Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes. Bonsoir. Bonsoir. Je propose d'écouter le député européen Jean Arthuis pour commencer. Lactalis, dit-il, a très mal géré sa communication et il peut y avoir une atteinte à l'image pour la France, estime l'ancien ministre de l'économie et des finances. Si on en est là, c'est que sans doute, il y a eu, en termes de communication, des lacunes et des manquements. Et c'est dans ces conditions que s'alimentent toutes les peurs, toutes les critiques. Il y a une tradition dans le groupe Beignet, on disait volontiers que le bruit ne fait pas de bien et que le bien ne fait pas de bruit. Mais ça ne suffit plus. Dans la société qui est la nôtre, où la communication est instantanée, par les médias, mais aussi par les réseaux sociaux, il faut être en mesure de communiquer en temps réel et dès qu'il y a une alerte, en tirer les conséquences et apporter l'information qui établit la vérité et assure la confiance. Aurélie Trouvé, vous êtes d'accord avec Jean Arthuis lorsqu'il dit que cette affaire peut entacher l'image de la France? Oui, et je pense qu'il est vraiment important du coup de ne pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la filière laitière française. Il y a beaucoup d'entreprises et d'agriculteurs qui travaillent très bien dans cette filière. Et du coup, il est d'autant plus urgent de faire toute la lumière sur cette affaire et vraiment d'identifier les responsables et pourquoi ils sont responsables. Et moi, j'ai envie de dire qu'en premier lieu, il y a l'État. Il y a l'État parce qu'il y a manifestement un gros problème de moyens humains et financiers dans les contrôles sanitaires. On a laissé Lactalis se contrôler elle-même, alors même que la Cour des comptes, dès 2013, critiquait ces autocontrôles par les industriels, disait qu'il fallait absolument mettre en place des mesures beaucoup plus contraignantes. Manifestement, ça n'a pas été pris en compte. Et en plus, ça s'est passé dans l'usine de Craon, qui, dès 2005, a eu des problèmes de contamination avec 20 nourrissons malades. En fait, c'est un petit peu comme les crises financières, pardon de la comparaison, mais Christian de Boissieu, on dit à chaque fois qu'il y a une crise mondiale, oh, on a compris, on arrête les super bonus, les machins, les choses. Et finalement, les crises reviennent. Dans l'industrie, là, chez Beignet, c'est exactement la même chose, non? On sait gérer à peu près les crises du passé, on ne sait pas anticiper celles de l'avenir, par définition. Enfin là, elles sont Et puis on n'a pas identifiées quand tiré, même. et celles du présent, et on n'a pas tiré les conséquences. Moi, ce qui me frappe, c'est que je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. Alors, la justice va faire le départ entre les uns et les autres, mais l'entreprise productrice, l'État aussi, les distributeurs. Et ce qui me frappe aussi, c'est qu'à l'ère du numérique, on se rend compte que la réactivité par rapport à un problème que celui-là n'a pas augmenté. C'est-à-dire, au fond, il y a deux sujets. Est-ce qu'on peut prévenir, éviter ce genre de crise? Je pense qu'il faut améliorer la prévention, mais il y aura toujours malheureusement des trous dans la raquette, hein. Je le crains. Alors, à partir de là, une fois qu'il y a des trous dans la raquette, il faut améliorer la réactivité. Et on a perdu, à mon avis, du côté des différentes opérateurs concernés, que ce soit l'entreprise Beignet, que ce soit les distributeurs, que ce soit l'État, on a perdu un mois. Et je reviens sur ce point. Je pense que c'est mauvais pour l'image de la filière agroalimentaire française, et pas uniquement le lait, on est bien d'accord. Alors que la filière agroalimentaire est une des rares filières ou secteurs qui nous procure, j'allais dire, un excédent commercial. Nous avons un énorme déficit commercial structurel. On est bon, nous sommes compétitifs au niveau international sur ce sujet-là. C'est quoi, Aurélie Trouvé? C'est le résultat de la super industrie mondialisée aujourd'hui, cette affaire?
Je pense que pour le coup, Lactalis, on est vraiment plus qu'un symbole, un représentant très important. Premier groupe laitier mondial. Mondial, exactement. Enfin, pour qu'on se rende compte, pour que les consommateurs et ceux qui nous écoutent se rendent compte, ces présidents, Lactel, Galbani, Parmalat, Bridel, etc. C'est une multinationale qui a investi dans plusieurs dizaines de pays dans le monde. On ne connaît pas toutes les marques d'ailleurs qui sont bien sûr, alors là j'en ai Lactalis. donné que quelques-unes, il y en a énormément plus. Et c'est la famille Beignet, il faut savoir que c'est en fait... C'est en nom propre. C'est en nom propre et c'est une des 20 premières, c'est une des premières fortunes de France. Et alors pour reprendre les mots du porte-parole de la Confédération paysanne, je pense qu'il a raison de dire que c'est vraiment une grande culture de l'opacité. Lactalis c'est quand même très connu pour ça dans le monde industriel de l'agroalimentaire. Pour vivre heureux, vivons cachés. Oui. Alors, et c'est quand même une entreprise qui refuse de publier ses comptes, qui a par exemple, suite à l'émission sur Envoyé spécial début 2017, parce que des producteurs laitiers se sont exprimés sur l'hyperposition dominante de Lactalis, se sont vus résilier leur contrat. Enfin, c'est une position d'oligopole extrêmement violente. Ça ne peut que changer maintenant, Christian de Boissieu. Bon, c'est une entreprise familiale. Elle a publié des informations quand elle a racheté Parmalat, l'italien, mais en dehors de ça, on a très peu d'informations. On connaît le chiffre d'affaires, c'est près de 18 milliards d'euros. Donc là, il y a quand même, je pense, un problème réglementaire, excusez-moi de le dire. Parce que je crois qu'ils préfèrent payer des pénalités que de sortir leur compte. Mais je pense que... ça, c'est légal. La réglementation financière, c'est légal, certes, mais il faut peut-être changer les textes, là, parce que quand même une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 18 milliards, qui est connue en France et au-delà de la France, puisqu'elle est partout, elle est très présente. Et je veux dire, cette non-transparence pose quand même problème en 2018, excusez-moi de le dire. Alors, on ne va pas, sans mauvais jeu de mots, jeter baigner avec l'eau du bain, mais est-ce que ce n'est pas aussi une mauvaise image pour le capitalisme à la française, ça? C'est pour ça que je parle des problèmes de réglementation. C'est-à-dire, je pense que là, il y a sans doute un trou dans la raquette, et je pense que ça va laisser des traces, voilà, au-delà des problèmes de court terme. Je voudrais juste un tout petit mot aussi sur un troisième type de responsable, à mon avis important, c'est la grande distribution. Là, vous savez que Leclerc, Auchan, Système U, Carrefour, ont annoncé qu'il y avait plus de 2000 produits Lactalis qui ont été vendus depuis le demande de rappel par l'État de tous les produits potentiellement contaminés. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire ils l'ont fait au mépris de la loi et ils l'ont fait surtout au mépris de la santé des nourrissons. Si on bloque à la caisse le règlement des produits qui sont plus valables, certains distributeurs le font, pas d'autres. Et là, je pense qu'il faut généraliser le blocage à la caisse pour éviter que ces produits qui n'ont plus le droit d'être vendus soient vendus. Et je répète, en 2018, avec le numérique, on a les moyens d'y voir clair. Alors, cette régulation viendrait de qui? D'un régulateur créé ex nihilo? Est-ce que ça doit être le ministère? Quel ministère? L'administration? Non, il se trouve que moi, je suis au collège de l'autorité des marchés financiers. Avec les textes actuels, je ne pense pas qu'on puisse intervenir tant qu'il n'y a pas d'opération comme celle qui a été faite sur Parmalat il y a une dizaine d'années. Donc est-ce que les consommateurs n'ont pas un rôle à jouer là finalement? Bien sûr. Et d'ailleurs, ils vont être dans la concertation parce qu'ils ont bien sûr le rôle à jouer. Alors, on va voir comment ça réagit, mais il y a eu des exemples dans le passé où les consommateurs peuvent faire, dans certains cas, pression, évidemment, à la fois sur la distribution et sur les producteurs. On marque une pause pour le rappel de l'info et puis on reviendra dans cette deuxième partie du débrief éco sur les rapports économiques entre la France et la Chine. 19h20, Lauriane Delanoë. Des étoiles jaunes, celles portées par les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et un brassard nazi en vente pour 60 € chacune sur le site Le Bon Coin. Le Bureau national de vigilance de l'antisémitisme va porter plainte dès demain et signaler ces annonces au ministre de l'Intérieur. 10 000 communes de France à connecter à la 4G. Les opérateurs de téléphonie mobile vont investir plus de 3 milliards d'euros pour étendre leur réseau dans les zones blanches. Un accord trouvé avec le gouvernement. Le secrétaire d'État à la cohésion du territoire, Julien Denormandie, donne une échéance de 3 ans. Dominique Bussereau ne reprendra pas sa carte au parti Les Républicains. Le président du conseil départemental de Charente-Maritime pointe une dérive vers un nationalisme, un conservatisme.
Qu'ils se mettent en congé de la caricature et du mensonge, rétorque sur France Info Guillaume Pelletier, le vice-président des LR. Des célébrations et de nouvelles manifestations aujourd'hui en Tunisie, 7 ans tout juste après la chute de l'ancien président Ben Ali. Des centaines de personnes dans les rues de Tunis, certaines ont brandi les photos des martyrs de la Révolution, d'autres réclamaient des mesures contre le chômage. Mission accomplie pour le Racing 92 et Toulon. Les deux clubs français ont remporté leur match aujourd'hui dans la 5e journée des poules en Coupe d'Europe de rugby. Ils restent donc en course pour une qualification en quart de finale. En ce moment, c'est la mi-temps à Castres face aux Anglais de Leicester. Les Castrais mènent 27-0. France Info. Le débrief éco, deuxième partie avec Aurélie Trouvé du groupe du mouvement Attaque, Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes et Emmanuel Cuny. Bien sûr, Emmanuel, parlons de la Chine maintenant, des relations entre Paris et Pékin. Emmanuel Macron a finalement conclu son voyage mercredi sur un appel assez européen, je dirais plus européen que français. Oui, alors 184 Airbus, peut-être 10 milliards d'euros pour le groupe nucléaire français Areva, quelques leçons de mandarin pour notre président de la République et l'Europe, effectivement, qui doit être cohérente face à la puissance de feu de Pékin à travers le monde, a dit le président. 3 jours de visite largement dominés par l'initiative chinoise de faire renaître les routes de la soie, gigantesque projet d'investissement dans les infrastructures pour rallier l'Europe. Alors peut-on réellement et librement commercer avec la Chine ? C'est toute la question. Et c'est un problème de confiance. Voilà. Restaurer la confiance, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron. On va l'écouter. Il y a parfois eu de la défiance, une interrogation légitime portée par la Chine et parfois de la peur du côté européen à l'égard des intérêts chinois, de la puissance chinoise. Je veux donc qu'ensemble, nous puissions construire les règles d'une relation équilibrée, où chacun aura gagné et où nous devons d'abord politiquement définir le cadre avec les secteurs sur lesquels nous voulons coopérer ensemble et ouvrir de part et d'autre les accès et les marchés et les parts de nos économies où nous ne souhaitons pas le faire. Confiance, ayez confiance. Christian de Boissieu, est-ce qu'on peut faire confiance à la Chine ? Sous bénéfice d'inventaire, je ferai confiance. La Chine fait partie de l'Organisation mondiale du commerce depuis longtemps, mais elle ne respecte pas toutes les règles du jeu du commerce mondial. Ben ça c'est pas nouveau. Hein. Donc, dans le passé, elle a très souvent manipulé son taux de change. Et le taux de change, c'est un élément important du commerce international. Je crois que ce que je retiens de ce qu'a dit le président français à Pékin, c'est, au fond, il ne faut pas être naïf. Hein. Alors, il n'a pas dit comme ça, il n'a pas utilisé le terme, mais il faut le pensait fortement. On est conscient d'eux. On est conscient d'eux. Il parle pour l'Europe parce qu'il profite, si je puis dire, entre guillemets, du vide européen, des autres. Madame Merkel, on ne sait pas très bien où elle en est. L'Italie va avoir ses élections, l'Espagne est en difficulté. Donc, il est le porte-parole de l'Europe aussi pour ça. Il remplit une sorte de vide européen. Et dernière remarque, au fond, il insiste sur quelque chose qui est important et très difficile à mettre en œuvre, c'est le principe de réciprocité. C'est-à-dire que on a le sentiment qu'on s'ouvre beaucoup plus aux Chinois qu'ils ne s'ouvrent à nous. Et je termine par les routes de la soie. Jusqu'à présent, les routes de la soie, ça a été présenté comme une manière d'aller de l'Est vers l'Ouest. La Chine veut revenir vers nous par ces routes au sens large, avec des infrastructures. Il faut que les routes de la soie, ça permette aussi d'aller de l'Ouest vers l'Est. Réciprocité. Donc, Aurélie Trouvé, vous êtes d'accord avec ce que dit Christian de Boissieu, petit modérato quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une inflexion quand même dans le discours jusqu'à présent, les chefs d'État, les présidents français qui vont en Chine, c'est pour commercer généralement. On voit très peu la partie diplomatique et là, le discours européen est quand même très fort chez Macron. Oui, moi je pense qu'effectivement il y a des opportunités commerciales, mais qu'à mon avis elles se situent notamment sur les produits de qualité, notamment pour la France. Alors moi je le vois du point de vue notamment agroalimentaire, les appellations d'origine protégée, les produits transformés, etc. Et bien justement, je vais y arriver, voilà. C'est que du coup on a un modèle de qualité sanitaire, etc., à préserver. Et là, on fait le lien avec le premier sujet. C'est important de le préserver. Et j'ai envie de dire, c'est important de le préserver aussi parce qu'actuellement, on est en pleine signature d'accords de libre-échange qui, justement, risquent, et ça a été dit d'ailleurs par le groupe d'experts gouvernemental, risquent fortement de niveler vers le bas ces normes sanitaires, environnementales, etc., dont, pour lesquelles Emmanuel Macron est pourtant extrêmement favorable, et très favorable à ces accords de libre-échange qui risquent justement de faire mal à ce modèle français. Puis j'ai envie de dire aussi qu'il faut pouvoir se protéger face
face à la Chine. Je pense qu'il est important de préserver des normes sanitaires, environnementales aux frontières. Et puis, je pense aussi des droits de douane. Alors, dans l'agriculture, mais aussi dans d'autres secteurs, parce que, il y a aussi des différences du point de vue des salaires, de la protection sociale. Mais est-ce qu'on peut réellement s'imposer? Est-ce que ce que vous dites, Aurélie Trouvé, ce ne sont pas finalement quelques vœux pieux? Parce que est-ce qu'on peut réellement s'imposer face à l'administration chinoise si on veut gagner des contrats chez eux? Christian de Boissieu. Moi, je pense d'abord que si l'Europe parle... Ils regardent tout quand on va chez eux. Oui, mais je pense tout. que si l'Europe parle d'une voix, ça va mieux. Il ne faut pas jouer les uns contre les autres du côté européen vis-à-vis de la Chine, même si nous sommes de fait un peu concurrents. Je regarde les chiffres. L'Allemagne est pratiquement le seul pays de l'Union européenne à avoir un excédent commercial bilatéral avec la Chine. Pratiquement tous les autres pays ont déficit. Donc il y a de la concurrence entre nous, mais là il faut faire prévaloir la coopération. Et je suis d'accord avec la question du respect des normes. Mais là, si on avait une organisation mondiale du commerce qui soit efficace, elle est totalement bloquée depuis 15-20 ans sur les négociations, le nouveau round de négociations. Et je pense que la faiblesse de l'OMC, la Chine en profite. C'est intéressant d'avoir l'avis d'attaque par votre voix, Aurélie Trouvé, sur ce positionnement de l'OMC. Vous acquiescez à ce que disait Christian de Boissieu? Nous, on est évidemment pour une régulation forte du commerce à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'on est évidemment pas du tout anti-mondialiste, mais altermondialiste, et qu'effectivement, il faut pouvoir avoir des règles internationales, et à défaut, à l'échelle européenne, parce que vous savez que ce n'est pas la France qui négocie ses protections aux frontières et son commerce, finalement, avec la Chine, mais c'est bien l'Union européenne. Or, l'Union européenne, de mon point de vue, et du point de vue d'attaque, est complètement enfermée dans une logique néolibérale de dérégulation des marchés, et là, on ferait bien de regarder du côté de la Chine. Alors, évidemment, il y a le côté très obscur de la Chine, de violation des droits humains, et ça, il faut le rappeler, et d'un régime quasi dictatorial, mais c'est aussi un État qui est très régulateur, planificateur, qui est du coup capable d'agir sur son économie pour répondre aux enjeux de long terme. Et je pense par exemple aux investissements de 300 milliards de dollars dans les énergies renouvelables. Mais un mot quelque chose, Malherbe, bon, rapidement. Non, mais justement, un point positif quand même sur la Chine, c'est que si la COP 21 débouchait, c'est en partie parce que la Chine a signé. Il faut quand même se souvenir du discours du président chinois à l'ouverture de la COP 21 à Paris, en décembre 2015, si je ne m'abuse. La Chine alors maintenant, est-ce qu'ils vont respecter concrètement l'accord de Paris? C'était un pas en avant quand même. C'était un pas en avant. C'était un signal intéressant au moment où M. Trump fait l'inverse. Excusez-moi de le dire. Alors Trump est revenu l'autre jour de Chine il y a 2 mois avec une corbeille de 200-250 milliards. Donc discours pragmatique d'Emmanuel Macron en Chine. Et ce sera le mot de la fin. La diplomatie économique. Très importante. Merci à vous trois. Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement Attaque, Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, Emmanuel Cuny, très bonne semaine. À dimanche prochain. Et à dimanche.